La vie, je crois, nous aide à accepter qui on est, design ou pas, au fil du temps. La sagesse qui peut s'installer, on a tous l'opportunité d'être mis sur des chemins qui nous respectent plus, etc. Je crois que le design, c'est un vrai accélérateur. On est tellement conditionné qu'en fait, on a encore besoin en tant que société de grilles de lecture qui vont nous permettre de nous aider à nous voir autrement. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. J'ai bien ma carte. J'ai toujours peur d'oublier de mettre la carte SD. Mon Dieu. Ça m'est jamais arrivé de l'oublier, mais je sais que c'est une chose qui peut arriver. Et puis... Je vais tenir le micro parce que j'ai pas l'habitude. Et oui, c'est vrai. T'imagines ? Non, le micro. Oublie, moi. Je l'avais qu'une fois. Deuxième fois que tu tiens un micro. Le micro jaune. Et tu vois, si tu le tiens bien ici, là, c'est parfait, on entendra bien ta Comme voix. ça, c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Bah écoute, let's go. Est-ce que t'es prête, Mélissa ? Oui. C'est parti. C'est parti. J'ai rencontré Mélissa Simoneau et avec elle le Human Design. J'ai alors compris que la plupart des résistances que nous rencontrons dans la vie trouvent leur origine dans le manque d'acceptation. L'acceptation de nos particularités, de nos différences, de nos faiblesses, de nos atouts. Et identifier ce qui nous rend uniques et différents, ça amène inévitablement à plus de respect et d'amour. Alors je n'y connaissais rien au Human Design. C'est pour ça que Mélissa m'a proposé de prendre un cas concret en décrivant ma personnalité. Et je dois t'avouer que je suis encore très bluffée par autant de précision. J'ai pris une sacrée claque et c'est pour ça que cet épisode est un peu plus long que d'habitude. Dans une société qui véhicule des repères homogénéisés et qui laisse si peu de place à l'individualité, le Human Design est un outil incroyable pour approfondir la connaissance de soi. Avec Mélissa dans cet épisode, on parle de différence, de connaissance de soi et de Human Design. J'espère que cette écoute t'aidera à identifier ce qui te rend unique. Salut Mélissa. Salut Victoria. Je suis très heureuse d'être avec toi, d'être chez toi et de faire enfin ta connaissance. J'ai beaucoup entendu parler de toi récemment. Tu as plusieurs saisons de vie. Tu es vraiment multicasquette et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup chez toi. Tu as été attachée de presse dans la mode, cofondatrice d'un bar à cocktails, coach sportif aussi. Et tu as vécu entre Marseille, Londres, New York, Paris, là plus récemment Anglette dans le Pays Basque où on se retrouve. Et tu as surtout rencontré le Human Design qui a été un vrai déclic pour toi. On en entend beaucoup parler aujourd'hui et je crois que tu es une des personnes qui en parle le mieux. Donc je suis très heureuse qu'on puisse faire cet épisode sur ce sujet aujourd'hui. Tu as récemment publié un livre on vient de faire le calcul, mais 7 jours d'écart avec mon livre, une semaine après, qui s'appelle « Libérer votre potentiel grâce au Human Design ». Donc on va en parler dans cet épisode. Mais avant toute chose, Mélissa, comme à chacun de mes invités, je vais te poser la question d'introduction du podcast. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Merci de me recevoir. Je suis très contente de me recevoir sur ton podcast, parce que je te reçois chez moi. Oui. Très contente de faire ta connaissance. C'est une vaste question, cette question signature. Je dirais que ce que la vie m'a appris et qui est vraiment en lien avec ce que tu disais par rapport à mon parcours varié jusqu'à aujourd'hui, notamment professionnellement, c'est que tout est transformation dans un parcours. Évidemment, quand on a le nez dessus, on ne se rend pas forcément compte de la cohérence de la saison de vie dans laquelle on se trouve, mais quand on utilise le formidable outil du rétroviseur, que j'appelle comme ça, et qu'on se retourne, en fait, on comprend que chaque passage, chaque porte qui s'est fermée, chaque porte qui s'est ouverte, chaque rencontre et chaque passage, en fait, a eu une importance prédominante. Moi, j'ai un parcours qui, quand j'étais en train de le vivre, je le trouvais pas forcément cohérent, voire pas du tout. Et aujourd'hui, j'y vois une intelligence subtile, hallucinante en fait dans tous les passages de ma vie. Et donc je crois beaucoup à cette notion de transformation où chaque étape va s'infuser et s'intégrer dans la prochaine
que tout est transformation aussi au niveau du regard qu'on va poser sur les choses, que parfois on pense très ancré et très défini et qui bougera pas. Et puis en fait, retrouver l'humilité aussi, de dire ah bah si, en fait ça s'est transformé en me faisant évoluer, en moi, en changeant en fait le regard que je pose sur tel ou tel événement de vie ou voilà. Donc mais comment on fait confiance en ces incohérences? Parce qu'au moment où tu les vis, t'as pas encore ce rétroviseur justement. Donc il faut aussi se dire là cette incohérence, elle aura du sens dans quelques années. Moi, c'est avec le temps. Quand j'étais dedans, je trouvais pas ça cohérent. Tu vois, quand j'ai compris après 2 ans de coaching sportif qu'une nouvelle fois, ça ne m'animait plus, c'était pas ma voie. En tout cas, ça n'était plus ma voie, parce que je crois pas qu'on ait qu'une seule voie pour la vie. Mais en tout cas, celle-là, elle n'était plus pour moi. Et que j'étais face à ce nouveau ressenti de qu'est-ce que je vais faire maintenant, vers quoi je suis appelée. Et à ce moment-là, vraiment, j'étais appelée par rien. Bah là, j'avais pas vraiment confiance. Comment on l'accueille, ce rien? Ça a été très compliqué. Puis moi, j'ai une grande part de moi qui peut être très mélancolique, très émotionnelle, très dans le drame, tu vois, et à me rouler dedans. Et on pourra en parler parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon design. Donc, c'est mon émotionnalité. Et le design m'a permis de me réconcilier avec cette partie-là de moi. Mais à l'époque, c'est quelque chose que je jugeais. Et donc, pour moi, réaliser à ce moment-là que ma 3e vie professionnelle n'est pas la bonne, ça a été hyper pénible. Je sais pas comment je l'ai accueilli. J'ai été soutenue par mon compagnon qui a pu, j'ai eu la chance en fait qu'il puisse prendre le relais sur plein de choses, notamment financièrement, tu vois. Mais c'était très déstabilisant. J'avais vraiment l'impression de reproduire en fait, de jamais m'en sortir. Tu vois, il y avait et de revenir à zéro. Ouais, à ce moment-là, je voyais pas la logique et j'avais vraiment la sensation d'un vide. Je savais ce que je ne voulais plus. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais. Je te parle de ça comme si ça avait duré hyper longtemps, pas du tout. Ça a été quelques mois, mais à mon échelle, c'était très... j'ai tellement besoin d'être animée, tellement besoin d'être passionnée que ce vide, il était très compliqué à accepter en fait. Et je m'en suis accommodée et aujourd'hui, je le regarderai différemment. C'est là où je parle en fait de transformation. Et pour répondre à ta question précédente, en fait, c'est quand on se retourne, il n'y a que l'expérience qui peut nous montrer à quel point on peut avoir confiance en la justesse et la pertinence de chaque moment de vie. Même ceux qui nous paraissent comme ça, au moment où on y est, insignifiants. Qui semblent anodins. Ouais. Moi, c'est mon expérience qui m'a appris ça. Je ne pourrais pas imaginer d'avoir cette exigence de Mélissa à 22 ans, d'avoir cette sagesse-là. Elle ressemblait à quoi, la Mélissa de 22 ans? C'était quoi tes rêves à cet âge-là? Alors, à 22 ans, je sortais d'école de commerce. J'étais sur mon parcours hyper tracé. Donc moi, depuis longtemps, je savais que je voulais être attachée de presse dans la mode. Ce que tu as été. Ce que j'ai été. C'était pas le regard que je portais dessus à l'époque, mais aujourd'hui, c'était quelque chose qui venait vraiment d'une attirance pour ce monde-là qui me faisait rêver, que je connaissais pas de l'intérieur. C'est quoi qui te faisait rêver dans cette idée-là? C'était le côté magique de ce milieu-là, quand on le fait dans des maisons qui ont beaucoup de moyens. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour Chanel, donc et avant ça dans une agence qui s'occupait de jolis budgets. Et donc il y a des jolis défilés, il y a des célébrités au premier rang des défilés, il y a tout ce côté-là, tu vois, d'apparence, de prestige, de waouh en fait. Et moi, ça m'impressionnait beaucoup. Ça a pas un effet forcément sur tout le monde, mais moi, ça avait un effet très attractif sur moi à l'époque. J'ai fait cette école de commerce pour m'ouvrir le plus de portes possible, comme beaucoup de gens. Donc j'ai décroché ce stage chez Chanel et j'ai été complètement enchantée par l'expérience. En plus, on peut pas rêver mieux. Enfin, tu vois, t'es dans la mode, t'es chez Chanel, t'es à New York. Ça cochait toutes les cases en fait pour lesquelles j'avais vraiment travaillé. J'ai eu un parcours sans aucune accroche jusqu'à mes 25 ans. Tout ce que j'ai voulu obtenir, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai visualisé, toutes les maisons dans lesquelles j'ai voulu travailler, tout s'est mis en place en fait. Voilà. Et donc, à 22 ans, eh bien, je rentrais de New York et je cherchais un job. Malheureusement, j'ai pas pu à ce moment-là réintégrer Chanel directement, mais donc c'est resté une obsession, tu vois, après mon stage. Et j'ai obtenu un super premier job dans une agence de relations presse qui travaillait avec des maisons de mode et de luxe. Et donc, j'ai eu cette première expérience très formatrice avec ma manager continue d'infuser, tu vois, sa méthodologie à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, 4 vies professionnelles plus tard. Mais ça a commencé à être le début de la réalisation de c'est peut-être pas tout à fait ma place. Et donc, tu dis que jusqu'à tes 25 ans, tout a roulé de manière assez parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans ?
Quel premier déraillement tu as vécu? Eh bien, c'est que suite à cette expérience-là de 2 ans en agence, j'ai pu enfin obtenir un poste chez Chanel, donc retourner dans cette maison qui me faisait rêver. Et pour moi, c'était très, très important de l'intégrer hors stage, tu vois, d'y avoir un emploi. Et donc, j'ai eu ce job dans les relations presse, aux célébrités, tu vois, donc vraiment pour m'occuper uniquement de tout ce qui concerne les célébrités, les actrices, les chanteuses, etc. Et organiser des super beaux événements, voyager dans le monde entier. Moi, dans mon job précédent, j'avais pas voyagé. Et là, 15 jours sur le job et déjà, j'étais dans un avion. Et ça a été ça pendant 1 an. Et puis, en fait, en le vivant, je me souviens avoir ressenti à plusieurs moments, tout en me battant, voulant faire mes preuves d'une façon, mais vraiment pas forcément alignée, tu vois, quand je me revois. Il y avait une partie de moi qui se disait, j'espère que j'aurai pas de CDI. Parce que si j'ai un CDI, je voyais les filles qui étaient là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je me disais, si j'ai un CDI, je partirai jamais, en fait. Ça va me demander ça devrait être ma décision de partir. Et je sens qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Si j'ai un CDI, je serai prisonnière. C'était ma vision de l'époque. Alors que si la vie décide que j'ai pas ce CDI, je serai pas responsable du cours des choses. À l'époque, j'avais pas du tout cette notion de souveraineté dans mes décisions. Tu vois, quand je repense à ça, je me dis c'est rigolo. Et en fait, je n'ai pas eu mon CDI. Alors que j'avais vraiment beaucoup travaillé pour être la petite employée modèle. Et je l'étais à plein d'égards. Mais au fond, toi, tu ne le voulais pas, ce CDI. Non. J'étais persuadée que je le voulais, mais il y avait, tu vois, plusieurs fois, j'avais eu ce truc pendant l'année de me dire, et puis tout de suite, très dans le, non, tu devrais pas penser ça, tu vas t'attirer le fait de pas l'avoir. Enfin, tu vois, il y avait cette espèce d'ambivalence. Et en fait, la vie a été suffisamment bonne pour moi et intelligente pour me fermer cette porte. Et donc, je n'ai pas ce CDI. Et immédiatement, je sais que c'est la fin du chapitre 1 du salariat. 2, potentiellement dans la mode. Je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et c'est à ce moment-là que le vide arrive? Le vide que tu nous décrivais tout à l'heure? Là, il y a eu un premier vide. Non, il y en a eu plusieurs. On va peut-être pas tous les passer voilà. en revue. Mais non, il y en a eu plusieurs entre chaque étape. Mais ouais, là, il y a eu un vide, mais surtout, là, il y a eu une reconnexion à moi. C'est la première fois où j'ai pris un temps pour m'écouter, pour me reposer, puisque comme je te disais, j'étais vraiment sur un parcours que j'avais moi-même défini et tout tracé et qui n'avait pas d'espace pour le repos, pour l'introspection, pour l'écoute de soi. C'était, on a des objectifs et on les atteindra. Et cette écoute de soi, de toi, donc, comment est-ce que tu l'as accueillie au début? Tu voulais la fuir ou très vite tu l'as embrassée? J'ai été obligée en fait de l'embrasser parce que j'ai réalisé après que j'avais frôlé le burn-out, vu l'état de fatigue dans lequel j'ai été à la fin de ce CDD en fait, mais qui était la fin d'un enchaînement de plusieurs années de travail, qui correspondait pas du tout au fonctionnement de mon énergie. J'en avais aucune idée à l'époque, mais moi j'étais constamment épuisée en fait à travailler autant, avec autant d'heures supplémentaires, un rythme, voilà, des voyages, je travaille le week-end, enfin toutes ces choses-là. Et donc j'ai été face à moi-même en pensant que j'allais profiter de mon chômage et tout de suite réfléchir à la suite. Et en fait, j'ai été incapable de m'activer. Donc j'ai passé des semaines et des mois à ne rien faire. Donc toute la fatigue est retombée après. Oui. Tu la ressentais pas pendant? Je la ressentais, mais je l'écoutais pas. Je savais que j'étais fatiguée. J'en parlais autour de moi, mais il y avait quelque chose qui me faisait tenir. Et par contre, quand ça s'est arrêté, là où tout le monde alors tu vas faire quoi après? C'est quoi la suite? Et puis même une certaine forme de pression, parce que même si j'avais de la marge de manœuvre avec le chômage, tu te dis tout de suite, bon, tic-tac, tu vois, le temps est compté. Et en fait, j'en étais complètement incapable. Donc il y a eu des mois de repos, de rien. Je crois pas avoir été très stressée à cette époque-là. Tu vois, ne serait-ce qu'au niveau financier, etc. Mais plus par un peu un manque de quelque chose qui m'anime. Et puis il y a aussi la pression sociale qui te fait comprendre que ne rien faire, c'est mal. Ah oui. Aujourd'hui, il y a quand même une injonction au faire, à l'accomplissement, à cocher des objectifs. C'est quoi la suite? Là, exactement. C'est quoi le plan? Et là, t'avais pas de plan. Et j'avais pas de plan. Et c'est là où, en fait, je suis rentrée dans le bateau en route de mon compagnon de l'époque qui donc créait, lui, son restaurant bar à cocktail. Et donc, je l'ai accompagné sur le démarrage de ce projet. C'était très excitant pour moi. Et là, j'ai retrouvé quelque chose qui m'animait. Il y avait de la nouveauté, il y avait de l'activité, tu vois, dans le quotidien. Et en parallèle, comme ça me prenait pas tout mon temps, c'est là où j'ai recommencé à m'occuper de moi, à prendre soin de mon corps. J'ai repris le sport. J'avais eu une période de ma vie où j'en faisais beaucoup. Et puis avec mon travail, rien du tout. Donc, je me suis reconnectée à mon corps, à mon bien-être, à ce qui me faisait du bien. Et c'est grâce à cette reconnexion que tu as découvert notamment le Human Design. Et c'est là que tu dis avoir trouvé la pièce manquante qui complète enfin ton puzzle.
Et c'est là que tu as notamment compris que la plupart des résistances qu'on rencontre dans notre vie, elles trouvent leur origine dans le manque d'acceptation. Pourquoi ? Parce que le Human Design, c'est un outil qui est basé sur nos informations de naissance, donc date, lieu et heure, et qui décrit avec énormément de précision et de nuance notre template de fonctionnement énergétique. La façon dont on est conçu pour cultiver des opportunités, pour utiliser notre énergie, les zones de nous qui sont les plus influençables et sensibles, à l'inverse, celles avec lesquelles on impacte davantage le monde. Et c'est un outil qui vient mettre des mots et un cadre, et poser un cadre en fait sur des choses dont on a conscience. On sait très bien qu'on est unique, tu sais que tu es différente des personnes qui t'entourent, mais là on vient vraiment le préciser. Et l'idée c'est que quand on parle de notre individualité, on est donc obligé de se rendre à l'évidence que je ne fonctionne pas pareil que toi, tu ne fonctionnes pas pareil que des gens que tu admires ou que voilà, et qu'il y a surtout de très fortes influences dans notre société qui nous poussent dans une direction, comme tu le disais tout à l'heure avec la pression à l'accomplissement, la pression au faire. Et en fait, c'est un outil qui nous aide à nous accepter davantage dans toute notre différence, dans tous nos potentiels. Ça vise pas du tout à nous mettre dans une case et à nous limiter, parce que moi, quand je regarde un schéma d'Human Design, ça nous donne un cadre de compréhension, mais qui ne sont que des potentiels. Donc la personne peut l'exprimer de plein de manières différentes en fonction de ses saisons de vie, etc. Mais l'idée est toujours de se ramener à « je suis câblée comme ça ». Et c'est des choses qu'on sent intérieurement. Mais on est tellement conditionné à la fois par la société, à la fois par nos familles d'origine, par les environnements dans lesquels on a évolué, environnements spécifiques de travail, par exemple le mien qu'on décrivait tout à l'heure, qui vont en fait nous faire internaliser cette voie de conditionnement. On finit en fait par la confondre avec notre propre voie. Et on ne sait plus vraiment qui laquelle est la nôtre. Ben oui. Et le design vient nous aider profondément à certaines fois confirmer des choses. La plupart du temps, c'est ça, confirmer des choses qu'on sent déjà à l'intérieur de nous, mais vraiment le verbaliser, poser des mots sur des choses qui sont très subtiles et très volatiles. Je capte quelque chose, puis hop, ça s'échappe inévitablement, tu vois. Tu vois, moi, quand je parle d'acceptation, je parle de l'acceptation de soi, dans à quel point je suis unique, à quel point je suis faite pour fonctionner d'une certaine manière, qui cochera peut-être pas les cases des injonctions de la société. Et c'est également un outil qui nous permet d'accepter les autres. Moi, en tout cas, ça m'aide à le faire. On a souvent tendance, on tombe dans le piège en fait de vouloir que les autres fonctionnent comme nous, oui. De chercher de la symétrie, tu vois, en face. Alors que là, c'est comprendre qu'on a tous une forme d'unicité et que c'est ça justement qui fait qu'on fait société tous ensemble. Oui. Et en fait, en explorant ton individualité, l'individualité de l'autre, et même après pour les gens que ça intéresse, je recommande de se plonger aussi, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, dans un petit peu, pas forcément l'étudier à fond, tu vois, mais avoir une bonne idée de tout ce qui existe un petit peu dans la société, l'échantillon en fait qui forme cet orchestre-là aussi riche, ça vient nous aider aussi à faire la paix, et même à plus que faire la paix, à embrasser cette individualité. On revient à nous en passant par l'autre, parce qu'on comprend la complémentarité, on comprend à quel point il y a une intelligence ici aussi de la vie. Il n'y a pas de hasard en fait dans les différentes caractéristiques qui existent en design. Et toi, tu es formidablement complété par d'autres énergies qui vont inévitablement croiser ta route. Et donc cette complémentarité nous permet de nous renvoyer à j'ai le droit en fait d'être tel que je suis, même si j'ai l'impression de ne pas cocher toutes les cases, parce que je ne suis pas là pour cocher toutes les cases, parce qu'il y a forcément la case d'en face. Et alors toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça a changé de ta vie de découvrir le Human Design ? Ça m'a permis d'abord de me réconcilier avec mon fonctionnement déjà d'un point de vue énergétique. Tu vois, j'ai compris notamment pourquoi j'étais aussi fatiguée quand j'étais dans un emploi salarié avec un tel rythme, parce que par exemple, moi, mon design parle du fait que j'ai une énergie extrêmement fluctuante, avec un côté très sprinter, et le fait que je ne suis pas là pour faire tout le temps. Et on vit dans un monde qui est énormément basé sur l'action, le faire et la durabilité de l'énergie. En fait, c'est constant. Et moi, je coche pas cette case-là. Et moi, déjà, à 21 ans, 22 ans, je disais à ma mère, mais je ne sais pas comment je vais faire pour tenir une carrière entière. Je suis épuisée. Je suis jeune. Arrive le week-end ou arrive le soir, j'ai plus d'énergie. Même quand je fais quelque chose qui m'anime, moi, je peux complètement vider mon énergie. Mais parce qu'il y a des gens, tu crois, qui ont une énergie constante ? Alors, c'est marrant que tu dis ça. Pour moi, parce c'est que évident qu'il y ait des cycles d'énergie et qu'il y a des moments dans la journée où t'es moins in que d'autres, tu vois. Alors oui,
c'est vrai, il y a des moments dans la journée, des moments dans les saisons aussi. Hein. On est tous des êtres cycliques, ça fait partie de la nature humaine. Néanmoins, oui, il y a une grande partie de la population qui est vraiment nourrie avec une forme de durabilité et de constance lorsqu'elle fait vraiment ce qui l'anime. Et D'accord. ça, on le voit dans un design. Toi, tu as un design, alors pour que les gens le sachent, donc on va j'ai prendre ton un design exemple sous les yeux. concret, oui. Mais toi, tu as un côté sprinter. Donc tu vois, là, typiquement, ta remarque de « Attends, mais il y a des gens qui... ça te paraît bizarre parce que toi, tu as une énergie qui est durable à plein d'endroits, mais tu as vraiment un côté sprinter. Donc c'est pour ça que tu peux te retrouver dans ce que je raconte. Oui. Et donc, il y a à la fois des points communs à tous les humains, mais il y a des spécificités. Et moi, pour le coup, je n'ai aucune durabilité dans mon énergie. Toi, tu en as un peu plus, même s'il y a un côté sprinter. Et donc, évidemment que je me suis épuisée en tant que salariée, surtout à jouer à la bonne élève depuis l'âge de 12 ans, tu vois. Donc, ça m'a réconciliée déjà avec ce fonctionnement-là. Je parlais tout à l'heure du côté très mélancolique. J'ai compris, en fait, ça, c'est venu par le design. Hein. Moi, je me posais beaucoup de questions sur mon fonctionnement émotionnel parce que j'avais aussi à cet endroit-là énormément de variabilité, énormément de fluctuations, des jours où je voyais tout en rose et des jours où c'était le gris absolu, sans qu'aucune vraie raison l'explique à l'extérieur. Et quand j'ai compris que j'étais ce qu'on appelle en design que j'avais une autorité émotionnelle, et notamment calibrée par une émotionnalité très précisément faite de très très haut et de très très bas, là, par exemple, tu vois, j'ai compris aussi quelque chose, qu'il n'y avait rien à changer, que j'étais pas forcément, qu'il n'y avait pas un problème psychologique, qu'il n'y avait pas une dépression sous-jacente, enfin, tu vois, ces choses-là. Donc ça t'aide finalement à accepter qui tu es fondamentalement. Tu Voilà. sais que tu es comme ça, mais là, de pouvoir mettre des mots et de l'expliquer plus concrètement, ça te permet de moins culpabiliser peut-être d'être qui tu es. Voilà, il y a ces aspects-là, il y en a évidemment plein d'autres, mais moi, tu vois, ce que je vois par rapport au design, c'est vraiment ce côté, la vie, je crois, nous aide à accepter qui on est, design ou pas, au fil du temps. La sagesse qui peut s'installer, on a tous l'opportunité d'être mis sur des chemins qui nous respectent plus, etc. Je crois que le design, c'est un vrai accélérateur pour beaucoup de gens. Je crois qu'on est tellement conditionnés qu'en fait, on a encore besoin en tant que société, pour encore un moment, de grilles de lecture qui vont nous permettre de nous aider à nous voir autrement. Ouais. On en a l'opportunité, on est tous guidés vers ça. Mais ça peut être vraiment compliqué d'écouter, parfois au prix de périodes très désalignées, voire de maladies. Enfin, tu vois, le design nous aide à nous soigner avant, entre guillemets, et à nous voir sous un autre jour plus tôt, en se prenant peut-être moins de tapes à l'arrière de la tête. Oui. Et alors, pour prendre un exemple concret, tu m'as proposé de faire mon Human Design. Et tu as aussi lu mon livre. Donc, je suis très curieuse de voir si tu as trouvé des synergies entre ce que tu as lu avec mon Human Design et ce que tu as lu dans les lignes de mon livre. Du coup, je te laisse un petit peu me présenter ce que tu as découvert. Je découvre ça en même temps que les auditeurs et les auditrices. Donc toi, alors je vais pas partir dans trop de jargon, mais je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écouteront qui auront quelques notions en design, donc je donnerai quand même quelques mots pour que ça leur parle. Il y a plusieurs couches dans le Human Design, donc on pourra pas évidemment tout voir, tout faire, et puis et c'est pas l'idée, mais pour donner un petit avant-goût. Déjà, quand on parle du premier niveau de lecture, dans ton design, on parle de ton type énergétique. Tu es générateur. Les générateurs, c'est quelqu'un qui est là pour investir son énergie, qui peut être très puissante, très tournée vers le fait de construire, de bâtir, vers l'action, et de choisir avec beaucoup de précision ce dans quoi tu t'investis, parce que c'est là qu'en fait tu tires le plus d'énergie, le plus de carburant. Et donc ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas le même type toutes les deux. Moi je suis manifesteur, moi je peux complètement m'épuiser à faire ce que j'aime. Toi il y a quelque chose avec une grande ressource, c'est-à-dire que quand tu utilises ton énergie pour faire des choses qui t'animent, tu te lèves le matin avec une batterie remplie à bloc. Tu l'utilises de façon satisfaisante toute la journée et tu vas te coucher le soir quand c'est vidé. Et le lendemain, il y a une espèce de renouvellement naturel. Mais ça passe vraiment par ce qui te donne de la satisfaction, ce qui te prend dans les tripes, ce qui t'illumine et ce que tu sens qui résonne vraiment en toi. Et tu n'as pas du tout le même niveau d'énergie quand tu pars depuis une construction de « il faut, je dois, c'est le moment de faire ça » alors que tu sens que ton corps n'y répond pas. Et chez toi, il y a quelque chose qui doit absolument être lié aux tripes, à ce qui naît en toi depuis un espace qui est bien différent que l'espace intellectuel. Tellement, vraiment, tellement. Et pour que les auditeurs et auditrices se reconnaissent dans un type ou un autre, toi, tu nous disais que tu étais manifestor. Ouais. Quelle est la différence justement entre manifestor et générateur ? Alors, il y en a plein. On ne pourra pas toutes les lister, mais globalement, déjà, à l'échelle de l'énergie, c'est la durabilité.
Le générateur, globalement, même si toi, dans ton design, il y a une précision sur une couche un peu plus profonde qui te rend sprinteuse, globalement, si on reste à la surface, le générateur, il y a une durabilité dans l'énergie. Tu fais ce que t'aimes, tu génères, c'est ça le mot, tu génères plus d'énergie qui entretient ta vitalité, qui entretient aussi ton magnétisme, tu attires plus d'opportunités à toi, et toi, tu peux recommencer comme ça et sentir en toi ce qui te nourrit. Le manifesteur, il y a un côté très fluctuant dans l'énergie, il y a une nature sprinteuse plus, et là où tu vois, il y a une différence aussi dans un aspect qu'on appelle la stratégie en design, parce que ça a beau venir de nos informations de naissance, c'est un outil qui est extrêmement concret dans la façon dont on peut l'utiliser dans notre vie. Et l'idée, bien sûr, c'est important de le préciser, c'est pas de croire ce que je raconte comme... c'est pas un dogme, c'est pas un ensemble de croyances, c'est vraiment quelque chose qui nous invite à l'expérimentation et au ressenti. Et donc la stratégie nous permet d'avoir des outils concrets pour aller tester tout ça dans le réel et voir si ça nous parle ou pas. Et prendre ce qui nous parle et laisser le reste. Et toi, en tant que générateur, ta stratégie, c'est de suivre ta réponse viscérale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans tes tripes qui t'anime et qui te donne envie d'y aller? Et donc, toi, tu réponds à quelque chose qui se présente à toi dans ton environnement, quel qu'il soit. Une rencontre, un objet, une odeur, un son, qui peut déclencher en toi quelque chose qui va te donner le go, le feu vert de « Oh waouh, j'ai envie de m'investir là-dedans ». Ça, c'est ta stratégie. Et tu dois vraiment, plutôt que de suivre ce que tu te racontes intellectuellement ou les plans que tu peux faire sur l'avenir, tu dois plutôt te connecter à ce qui t'anime aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui te fait naître de la lumière et un feu intérieur dans tes tripes pour choisir ce dans quoi tu t'engages. À l'inverse, moi, en tant que manifesteur, c'est pas forcément une réponse à quelque chose qui se présente dans mon environnement. C'est vraiment suivre une pulsion, quelque chose qui vient indépendamment de l'environnement et qui vient tout seul. Le manifesteur a vraiment un côté initiateur, là où le générateur répond à ce qui se présente. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que le générateur ne peut pas être aussi leader et initier des choses, mais il doit initier depuis un espace de quelque chose s'est présenté à moi, d'une manière ou d'une autre, ça a fait écho. Il y a eu un miroir à l'intérieur de mon ventre qui m'a donné la pulsion. C'est pas je me lève avec une idée et je la passe à l'action. Ça, c'est le piège en fait du générateur. C'est j'ai une idée qui me passe par la tête et donc pas par les tripes. Et tout de suite, je me dis il faut que je passe à l'action. Non, si tu as une idée, je la laisse flotter. Toi, tu peux en avoir des tonnes. Oh, ça. Mais pour qu'elle soit juste et avant d'investir ton énergie et le faire de la bonne façon, ce que ton design nous indique, c'est attends que quelque chose se présente dans ton environnement et qu'il vienne faire un écho, mais peut-être très subjectif, que toi seul pourrais capter. Mais tu avais une idée de faire un truc, puis tu vas écouter un podcast ou lire un livre ou te balader en nature et pouf, il y a un truc qui va venir te rappeler. Et là, il y a un feu vert qui s'ouvre à l'intérieur de ton corps. Là, après, tu passes à l'action. C'est les petits signes de la vie qui se mettent en synchronicité pour te confirmer que oui, ok, c'est ça, il faut y aller. Toi, t'es vraiment le type des synchronicités et des signes de la vie. Parce que si ça fait écho en toi, c'est le bon moment. Par contre, tu peux aussi avoir des idées. Et puis, en fait, quand tu vas croiser quelque chose qui va venir sur ton chemin, à l'intérieur de ton ventre, ça peut se fermer et t'envoyer le signal que, bah non, c'est pas ça ou pas le moment. Parce qu'il y a un vrai timer aussi. Donc, tu vas avoir, toi, t'es faite pour suivre, en fait, ce qui s'ouvre ou qui se ferme à l'intérieur de ton corps. Ton corps est ta boussole. Ton ressenti viscéral te guide vers les bonnes personnes, les bonnes activités, les bonnes opportunités, mais surtout le bon moment. Rien n'est jamais figé. Demain, tu peux te fermer à une proposition. Le mois d'après, pouf, ça y est, ça s'ouvre et tu sens dans ton corps que là, l'énergie est disponible. Donc, il y a une espèce de lâcher prise dans ton design à toi, de te remettre à ce qui se passe dans ton niveau d'énergie. Parce que ton corps t'indique à chaque instant ce pourquoi tu es disponible. Et ton mental va t'indiquer parfois tout le contraire. Il va avoir beaucoup de mal à... C'est le mental ou le cœur? Le cœur, le corps, les tripes. Ouais. Le mental, on en parle beaucoup en design. Le mental, c'est un outil formidable d'évaluation, d'analyse de données. Le mental, son domaine, c'est la data. Et le problème du mental, en fait, c'est qu'il n'a jamais eu vocation à être un lieu de prise de décision. Et nous, on vit dans une société qui le vénère, le mental, le rationnel, l'analytique. Et tout ce qui n'est pas rationnel et qui n'est pas explicable a souvent tendance à être mis sur le côté parce que c'est pas mesurable. Et le mental, c'est un outil de mesure. Mais il peut nous convaincre de tout et de son contraire. Oui. Alors qu'en réalité, en design, on a tous un espace qu'on appelle notre autorité intérieure. On a tous un espace dédié à un système de boussole, de GPS, qui est différent. Le tien et le mien vont être différents. Et qui vient vraiment nous parler et préciser ce qu'on appelle par exemple l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de très vaste. Et quand on s'arrête à ça, on peut dire
Ah oui, mais attends, comment moi, mon intuition me parle ? Le design vient t'expliquer comment ton intuition te parle à toi, qui sera différent par quelle partie du corps, par quel ressenti, par quel biais. Par exemple, tu vas avoir des gens qui sont faits comme toi, par exemple, pour sentir dans les tripes, d'autres qui sont faits pour parler. Et en parlant, en verbalisant, ils vont entendre leur vérité jaillir. Tu as des histoires de timing aussi. Toi et moi, on a ce point commun-là, même si moi, ma vérité, elle vient pas par les tripes, c'est qu'on est faite pour décider en patientant. Je ne sais pas si tu le fais, mais en tout cas, moi, ça a été un choc un peu pour moi parce que j'avais l'habitude de prendre des décisions très spontanées. Oui. Mais c'est souvent le cas quand on n'est pas fait pour ça. Toi et moi, on est faites pour vraiment prendre le temps de ressentir, pas de peser le pour et le contre, pas d'analyser intellectuellement, mais de ressentir si quelque chose nous anime sur plusieurs jours, par exemple, plutôt que de suivre un espèce de truc qui nous pète comme ça un matin. Donc toi, c'est par exemple le viscéral au fil du temps. Est-ce qu'une idée, elle m'excite dans les tripes sur plusieurs jours ? Ou est-ce que j'ai suivi un espèce d'emballement temporaire et au moment d'effectuer le truc, je suis là, oh non, je regrette, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis emballée. Toi, t'es comment par rapport à ça ? Tu patientes ou tu sautes sur les... Ça dépend les projets, les envies. Il y a plusieurs niveaux d'envergure. Tu vois, là, je mets un pied dans la navigation. Je suis absolument passionnée par cet univers et j'ai envie de faire une transatlantique, tu vois. Et je sais que là, c'est un vrai truc qui me tient parce que j'y pense depuis des semaines. Tu vois, et c'était pas juste hop un stage de navigation, j'ai envie de faire une transatlantique et puis au final une semaine après j'ai plus l'envie. Là je sais que c'est quelque chose qui se mature, qui se construit sur du long terme et je sais que c'est juste, tu vois, mais il y a eu un temps de réflexion. Je sais pas encore quand est-ce que je la ferai, je sais que je la ferai. Tu vois, le documentaire Shimla là que je réalise avec Johan, cette idée de repartir en Inde mais sans avion, elle a maturé longtemps. J'ai eu cette envie, je me suis levée un matin en me disant j'ai vraiment envie de faire ce documentaire, mais ça a mis des mois et des mois pour se construire, pour que ça se fasse de la manière la plus juste possible. Par contre, à plus petite échelle, il y a des pulsions que je peux avoir au quotidien qui parfois me mettent dans des situations. Alors là, j'ai pas d'exemple. Je pourrais y réfléchir, mais j'ai pas d'exemple concret. Mais ouais, des petites pulsions de ah tiens, il faut que j'envoie ce message à telle personne et puis après je me dis non, tu savais que t'allais pas le faire, tu vois. Donc j'y travaille, ouais. C'est vrai que j'ai des pulsions parfois que je laisse pas assez maturer, je pense. Parce que j'ai cette boulimie en fait de vie, tu vois. Mais ça peut être intéressant pour toi de voir justement, et tu l'avais compris toute seule, ce que j'expliquais, tu vois, souvent avec le design, c'est des confirmations plus que des surprises. Toi, c'est vrai que la clarté pour toi, quelle qu'elle soit, vient au fil du temps, c'est ce qu'on dit. Donc moi, par exemple, ce que je t'encourage à faire et que je fais moi-même avec cette autorité émotionnelle qu'on partage, c'est j'écris des brouillons de messages parce que ça a besoin de sortir de moi, donc ça va me faire du bien. J'écris le brouillon du mail, le brouillon du message, etc., mais j'envoie pas. Et je le regarde le lendemain, après une nuit de sommeil. Nous, on est vraiment, on a un design où la nuit porte conseil, c'est pour nous. Mais par exemple, tu as des tas de gens sur cette planète qui ne sont pas du tout faits pour patienter et qui sont faits pour suivre une spontanéité, alors pas intellectuelle, mais une spontanéité viscérale ou une spontanéité intuitive à un autre endroit, enfin plus subtile. Parfois, c'est pas dans le viscéral, mais tu vois, ça va se manifester d'une autre façon. Et ça, on peut en parler très spécifiquement dans leur design. Et ces gens-là, s'ils patientent, eux, pour le coup, ça les dessert énormément. D'accord. Et ils sont faits pour surtout pas attendre que la nuit leur porte conseil. Ça, c'est quel type de personne ? Il y a un nom ? Alors, c'est des personnes, par exemple, qui vont avoir ce qu'on appelle une autorité intérieure splénique, qui, hors jargon, se dit intuitive. Parce que le viscéral, ça paraît intuitif aussi, mais c'est spécifiquement logé au creux du ventre, tu vois, dans le ressenti des tripes, alors que l'autorité splénique, intuitive, c'est plus subtil, c'est pas forcément dans le ventre, ça peut être, tu vois, un frisson, un écho, un ressenti, une justesse, une connaissance, mais en tout cas, il y a quelque chose de très spontané. Et donc, tu nous disais, il y a les générateurs ou générateurs ? Alors, en français, on dit générateur. Moi, dans le livre, j'ai tout mis en français, donc générateur, ouais. Les manifesteurs. Ouais. Les projecteurs. Et les réflecteurs. Les réflecteurs, il y en a qui peuvent être plusieurs. Il y a les générateurs, manifesteurs. Ah, alors, ça appartient à la catégorie des générateurs. 70% de la population est générateur. Et à l'intérieur, tu vas en avoir à peu près la moitié, qui est comme toi, générateur qu'on dit pur ou générateur simple. Et tu vas avoir générateur manifesteur, qui est un générateur au sens guidé par les tripes, par le viscéral et qui est fait pour répondre, mais qui va avoir un côté naturellement... souvent une énergie qui va être plus multitâche, même si quand on creuse dans le design, tu vois, on s'aperçoit que dans le tien, il y a un côté aussi très multitâche. Donc, c'est pas étonnant, même si tu es générateur pur. Mais toi, par exemple, tu as un côté très multitâche où si tu écoutes un descriptif de différents types, tu pourrais te reconnaître dans le générateur manifesteur parce qu'on va souvent parler de leur côté multitâche, du besoin d'être stimulé par plusieurs sujets en même temps. Ça, t'as beau être générateur tout court, c'est ton cas. Le podcast, le livre, le documentaire, les rencontres, tu vois, les conférences, toujours quelque chose. Ça, c'est très naturel et très sain pour toi.
Et donc oui, ce qui est important à retenir aussi, c'est que tous les types ne sont pas équitablement répartis dans la population. Donc 70% de générateurs, 20% de projecteurs, 9% de manifesteurs, 1% de réflecteurs. Mais l'idée, c'est pas de se dire « Ah mince, je suis pas réflecteur, donc finalement, je suis pas unique. » Parce que c'est le premier niveau de lecture. Quand on rajoute toutes les couches qui composent un design, il n'y a pas plus unique que ton propre design. Même si tu appartiens à 70% de la population à l'échelle de ton type. Et alors, c'est quoi la particularité des réflecteurs ? Les réflecteurs, c'est des êtres qui ont ce qu'on appelle un design complètement ouvert, c'est-à-dire qui est très réceptif et où en fait ils reçoivent énormément d'énergie du monde qui les entoure, donc ils sont très sensibles et en même temps ça les positionne dans une posture qui leur permet d'avoir une vision et de remarquer des choses que les autres loupent parce qu'ils sont pénétrés à plein d'endroits par plein d'énergie dans les environnements dans lesquels ils se trouvent, que ce soit les environnements géographiques ou les environnements sociaux. Et donc, c'est des miroirs, c'est des évaluateurs, c'est des personnes qui sont là pour mettre en évidence la qualité des environnements dans lesquels ils se trouvent. Donc, en résumé, c'est ça. Et c'est des personnes qui sont très fluctuantes parce que la façon dont elles se présentent au monde et dont elles se sentent va dépendre des personnes qui les entourent, des moments. Chez eux, c'est avec un niveau qui est extrêmement profond. Ok, est-ce que tu as vu d'autres choses dans toute cette analyse que tu pourrais nous partager ? Oui, il y a quelques petites choses là que j'étais très excitée de te partager aussi. Toi, tu as un côté dans ton design qui te rend extrêmement rêveuse, idéaliste, qui peut être parfois qualifié d'utopiste. Tu vois, et je pense qu'on peut bien te retrouver aussi là-dedans. Je pense que tu l'as déjà entendu, voilà. Et en fait, il y a cette qualité que tu as d'inspirer les gens par tes visions, par tes idéaux, par tes perspectives, par tes expériences aussi. Et ton défi, ton challenge, en fait, c'est vraiment de poursuivre uniquement les rêves, justement, et les envies dont tu as envie au fil du temps, ce qu'on disait un petit peu pour la transatlantique et tout ça, et de ne pas suivre des emballements qui seraient trop temporaires, parce qu'à ce moment-là, il y a cette espèce de boulimie qui arrive chez toi. Tu as tellement soif, en fait, de vibrer, tellement soif d'expérimenter, tellement soif de tester des choses différentes qui vont te faire te sentir émotionnellement. C'est très lié aux émotions, hein. C'est pas tant accumuler de la data, c'est accumuler comment j'ai vibré face à cette expérience. C'est des ressentis. Voilà. Accumuler une vaste palette de ressentis pour pouvoir ensuite aussi la transmettre. Parce que ce que tu partages a un impact extrêmement fort sur les gens et va leur faire vivre par procuration tout ce qu'ils pourront pas expérimenter dans cette vie, parce qu'on a chacun notre programme. Et donc chez toi, ne pas suivre des emballements qui seraient trop spontanés ou ne pas céder à une pression de « il faut que je teste ça, il faut que je teste ça », même parfois par une peur de l'ennui et une peur du vide, de vouloir absolument remplir et sauter d'une nouvelle falaise et pour aller vibrer différemment, ça peut te pousser dans des engagements qui seront pas justes pour toi. Et comme toi, tu as un aspect dans ton design aussi qui cherche l'engagement, qui cherche... Ah bon? Ouais, il y a le côté multitâche, mais il y a un côté où dans quoi est-ce que je peux m'engager? À quoi je peux répondre oui? Qu'est-ce qui m'appelle? Et en fait, c'est très important que tu suives, c'est important pour tout le monde de suivre sa stratégie, son autorité, tous ces mots-là de notre design. Mais chez toi, vraiment, il y a tellement un potentiel d'aller mettre ton énergie dans quelque chose et parfois avoir du mal à l'en extraire, à le sortir. Donc, avant de t'engager, je patiente, puisque c'est comme ça que la clarté arrive, et je ne pars pas depuis un espace de l'idée que je me fais, par exemple, des choses. Toi, il y a un travail à faire au niveau des attentes et d'être toujours vigilante sur réussir à saisir, et on en parlait tout à l'heure en off avec la vie au Pays Basque, et c'est intéressant que tu parles de ça, et j'étais touchée par ça, parce que tu disais, la vie ici nous ramène, de par les modifications du temps à travers une journée, le temps météorologique, il nous ramène au présent. Et toi, tu as vraiment besoin de vivre au présent, d'abord, déjà tout le monde, mais particulièrement pour être à l'écoute de ton viscéral, mais aussi parce que chaque jour, chaque minute, chaque instant pour toi peut être un enseignement. Et un de tes ennemis, c'est les attentes que tu places sur comment un projet doit se dérouler, comment une aventure doit se dérouler, qu'est-ce que ça doit donner à la fin. Et ça peut vraiment t'amener de la déception, te faire passer à côté des plus grands enseignements parce que tu as loupé chaque minute, parce que tu étais focalisé sur quel sera le grand résultat. Et donc travailler les attentes pour vivre vraiment, te laisser porter par chaque journée va être riche d'expériences, même si elle ne se déroule pas comme je l'avais prévu. Et te lâcher prise avec ça et vraiment te soumettre, même le mot ce serait ça, à la justesse d'un projet, d'une aventure, d'un livre que tu lis, d'un film que tu vois, d'un voyage que tu fais, aussi grand ou modeste que ça soit comme projet, et de checker toujours tes attentes et de partir avec plus de... Je m'ouvre avec curiosité à ce qui est là et j'accepte de me laisser complètement embarquer par ça. Et là, du coup, tu assembles en fait les enseignements qui te conviennent et tu es ensuite dans une posture particulièrement efficace pour le partager.
Souvent, tu vas partager des choses que tu t'attendais pas à vivre, en fait, plus que ce pourquoi tu partais. Ouais, je crois que les plus belles choses que je partage, précisément, c'est celles que je m'attendais pas à vivre. Et c'est celles pour lesquelles je me suis laissée traverser par quelque chose de plus grand, quoi. Mais tu vois, quand je t'entends parler, j'ai le sentiment que c'est le cas de tout le monde. Alors, soit c'est parce que tu confirmes du coup que je fonctionne comme ça et que ça me parle beaucoup. Ouais. Mais tu vois, cette idée de saisir l'instant, j'ai vraiment le sentiment qu'on a tous, toutes et tous intérêt à suivre cet élan-là. Plus que celui de être au sommet de la montagne sans profiter de gravir la montagne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est intéressant en fait avec le design, c'est que ça nous parle beaucoup de l'humanité. En nous parlant de nos individualités, ça nous parle énormément de l'humanité. Et on a beaucoup plus en commun que ce qu'on a en différence, même si on a tendance à l'oublier. Et oui, c'est important, bien sûr. Et la base du design, c'est de comprendre comment ton véhicule est câblé pour fonctionner. Et oui, je te rejoins, saisir le moment présent et faire attention à ses attentes, par exemple, ça va être quelque chose qui peut nous concerner de près ou de loin, un peu tous. Mais certains vont avoir des leçons qui vont être plus prioritaires que d'autres. Et chez toi, par exemple, celle-là, elle va être plus prioritaire que chez une autre personne. Ce qui ne veut pas dire que l'autre personne n'a rien à apprendre de ça, ni dans sa vie, ni en parlant avec toi. Mais chez toi, c'est quelque chose qui peut-être va être beaucoup plus sur le devant de la scène. C'est ça que ça veut dire. Mais je crois qu'on n'a jamais rien qui peut être... où on peut entendre parler du design d'une autre personne et de dire « Alors, mais pas du tout ça vraiment dans ma vie, pas du tout. » Si, ça va venir faire écho à quelque chose, mais parce qu'en fait, on va parfois expérimenter les choses de première main et puis parfois, on va les expérimenter dans nos relations. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de nuances, mais c'est intéressant quand même et c'est important de revenir à quelles sont mes leçons à moi. Tu vois, toi, par exemple, tu as un aspect aussi dans ton design qui nous parle d'un besoin d'en permanence vivre du renouveau, du changement, d'apporter de l'innovation et qui te crée aussi une pression d'apporter du changement autour de toi, de changer les choses, de bousculer les codes, de bousculer l'ancien. Mais tellement. Tu le fais beaucoup. Ça, c'est pas le cas pour tout le monde, par exemple, d'avoir besoin de faire bouger les lignes à ce point-là. Toi, il y a vraiment une pression avec beaucoup d'adrénaline à cet endroit-là. Et ce qui va être très spécifique à toi, c'est que tu vas avoir une vraie alternance entre des périodes où tu as une forte pulsion à bouger les choses avec de l'énergie qui vient avec et où tu sens que c'est le bon moment, et d'autres moments où tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et ça peut être assez angoissant. C'est intéressant quand on voit, par exemple, quand tu me parlais comment j'ai accueilli le vide, comment j'ai accueilli ces intersaisons actives, tu vois, parce que ça parle vraiment de toi, ça. Ouais. Et une grosse partie de ton alignement va passer par le fait d'accepter qu'il y a un interrupteur à l'intérieur de toi et que parfois, c'est le moment de tout transformer et que parfois, c'est un moment d'introspection, de retrait et où, en apparence, il n'y a plus d'action. Et d'essayer de gérer l'agitation qui peut venir avec ça. Tu vois, tu peux avoir le pied qui tape sous la table, mais il se passe rien, mais bah oui, mais ça fait partie de ton fonctionnement. Il y a un interrupteur et t'as pas la main dessus. Mais par contre, quand tu utilises le rétroviseur, tu vois les moments où ça a été sur on et les moments où ça a été sur off. Et donc tu vois confiance que ça revient. Off, on nourrit les futurs moments de on. Parce que ces moments de off, c'est des moments où tu es en transformation intérieure et où tu prépares ton terreau pour que la graine suivante de la prochaine innovation, de la prochaine idée qui va germer au monde puisse se préparer. Et ça, par exemple, ce côté-là de faire confiance à ton intuition, notamment viscérale, pour savoir quand c'est le bon moment d'amener du changement et laisser les choses se faire aussi. Et quand c'est pas le moment, et à l'inverse, si tu forçais le truc, tu pourrais être complètement en train de bousculer ta propre vie, celle des autres, avec des innovations et des changements qui ne sont pas justes et qui ne sont pas dans le bon timing. Ça, c'est quelque chose que tu dois développer. Que tu es sûrement déjà en train de faire, hein, mais à vie, ça reste un thème pour toi de savoir, est-ce que là, on bouscule les choses et on chamboule tout, ou est-ce que là, on est juste dans le phase préparatoire, il se passe rien, il se passe rien en apparence. Tu vois. Mais c'est difficile à identifier justement la phase où, ok, là, il faut que je me fasse un petit peu violence pour bousculer les choses, ou ok, là, c'est la phase où je dois être en off et laisser faire. C'est quand même une fine nuance à jauger. En fait, c'est là où on voit qu'en fait, notre design, parce que là, je suis sur des couches plus profondes qu'à l'échelle de ton type, par exemple, et le type vient avec une stratégie, mais on en revient toujours à ces niveaux-là, au premier niveau de lecture, et ce qui va t'aider à sentir quand c'est le bon moment, par exemple, pour agir, ou quand c'est le bon moment pour être dans quelque chose de plus introspectif, ça va être ton ressenti viscéral. Et quand tu écoutes ça, en fait, quand tu écoutes est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que ça monte en moi, parce que parfois ton mental, il peut te raconter toutes sortes de choses. Mais là, il faut qu'on fasse ça, il faut saisir telle fenêtre d'opportunité, mais là, c'est le timing, parce que tu comprends, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et talala. Ça, c'est le mental. Il va te raconter plein de choses, il va aller chercher sa data,
et te raconter toutes sortes de choses et faire des plans. Mais toi, à l'intérieur, si tu restes vraiment connecté à tes tripes et à ton... Est-ce que là, ça monte en énergie ou est-ce que je me raconte des histoires mais qu'en fait, je sens que mon corps, il n'est pas dedans? C'est là où, en fait, toi, tu as ta boussole. C'est pas dans les idées que tu te racontes, c'est dans les ressentis que tu vibres au plus profond de tes tripes. Et ça, c'est ton fil d'Ariane et ça te permettra toujours de faire la différence entre tout plein d'aspects de ton design. Par exemple, il y a un autre aspect chez toi qui peut te donner par exemple un espèce de tiraillement entre un côté très introspectif, très dans l'étude, l'analyse, le détail, je creuse et qui peut faire de toi une étudiante perpétuelle. Et en même temps, un autre aspect qui te demande d'aller tester, explorer et de sortir du laboratoire pour aller vraiment sur le terrain, quitte à casser des verres, quitte à être, tu vois, ce que j'appelle le bac à sable. Tu vois, je vais faire des pâtés, je vais faire des trucs, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Et l'autre partie, non, mais attends, on n'a pas assez étudié la question, il faut qu'on revienne à la théorie, il faut qu'on revienne à la bibliothèque, il faut qu'on revienne au labo. Et ce tiraillement à l'intérieur de toi, c'est tellement moi ça. C'est ton viscéral qui te permet de savoir quand c'est le moment d'étudier, quand c'est le moment de mettre en pratique. Tu vois, ça c'est pareil. Tous les nœuds, tous les tiraillements qu'on peut avoir nous permettent, sont résolus entre guillemets par ce qu'on appelle notre stratégie. Et chez toi, elle est, je réponds à ce qui m'anime viscéralement. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Et mon mental peut me raconter toutes sortes d'histoires très intéressantes, mais ce sont des histoires. Le mental n'est pas un espace propice à la prise de décision. Il commente. Mais quand il y a des grandes phrases, quand il y a des « et oui, mais non, mais si, mais là », quand il y a des peurs aussi, c'est le mental. Et bien souvent, il nous dicte des injonctions qui ne nous appartiennent pas aussi, qui appartiennent à la société, à nos parents, à nos proches, et qu'on génération. A internalisé, et que c'est cette petite voix dont on parlait, notre petite voix intérieure a du mal à faire le poids par rapport à ce bruit qu'on a fini par presque faire nôtre. Et le design vient nous aider à en fait enlever ces couches. Et tu vois, c'est un outil aussi d'observation avec une perspicacité particulière, parce que je sais mieux m'observer. Donc ce que j'estime être dysfonctionnel, mon design va m'expliquer, mais non, mais en fait c'est un atout que tu as. Mais c'est sûr que si tu le regardes à la lueur d'injonctions, de groupes d'appartenance que tu as, ou avec des codes et des attentes et des projections, oui, cet aspect-là, peut-être que oui, il coche pas cette case-là. Mais en réalité, ça reste un atout pour toi. Mais comment est-ce que je l'utilise ? Dans un autre environnement, peut-être d'une autre manière, je change mon regard. Je m'accepte et j'accepte l'autre en observant différemment. Ouais. C'est assez déroutant. J'ai l'impression que tu as une lecture tellement fine et précise de qui je suis. C'est assez dingue. J'ai envie, tu vois, de le donner à mes proches et leur dire, vous voyez, c'est pour ça que je suis comme ça. Et encore, on est vraiment resté là à la surface, tu vois. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait aborder, tu vois. Je vais terminer avec ça parce qu'on va pas pouvoir tout se dire, mais j'étais contente de retrouver, parce que je me fais mes petites suppositions, tu vois. Quand je lis le livre de quelqu'un, j'aime bien pouvoir trouver ses infos de naissance. Alors, toi, je les avais pas à l'époque, mais il y a ce côté storytelling, en fait, chez toi, très important. Tu es une conteuse naturelle, tu as une capacité, en fait, à mettre des émotions et des expériences en mots plus facilement que la moyenne, à transmettre à l'aide d'images, à verbaliser tes ressentis d'une manière qui va venir toucher et stimuler les gens qui les reçoivent. Et c'est beaucoup plus l'histoire et les émotions que tu vas venir susciter chez les gens qui sont importantes que les faits, tu vois, et l'exactitude des faits. Toi, tu transportes les gens, ne serait-ce qu'en les faisant vibrer par les mots que tu utilises et les images que tu vas partager, les analogies, jouer sur les mots, toutes ces choses-là. Et ça, c'est dans mon Human Design. Oui. Incroyable. Ça fait partie de ta façon de communiquer. Waouh. Il y a plein d'autres choses, hein. On peut... Mais oui, c'est ça qui est surprenant. En fait, c'est ça qui est rigolo avec le design, c'est que c'est pas... Ce qui surprend les gens, c'est pas ce qu'on dit, souvent. Surtout, les gens comme toi qui ont tendance à s'écouter quand même, qui ont une certaine forme d'observation d'eux-mêmes quand même. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, l'immense majorité même, c'est pas ce qu'on dit qui les surprend, c'est le fait qu'on soit capable de le voir avec les informations de naissance. Ça, c'est quand même surprenant. Même moi, ça continue de m'émerveiller, ce niveau de précision. C'est déstabilisant presque. J'ai envie de te raconter plein de choses. Tu vois, je vois que le temps passe, tu peux nous... Allez, on va prendre 2 autres informations et puis... Les petits, mes petits bonbons. Tu vois, un truc qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a un côté à la fois très indépendant chez toi, très individuel, qui a besoin à la fois de sa solitude, qui a besoin pour ses moments d'introspection, mais aussi même un côté je suis mon rail, tu vois, même ce côté très innovant, ça se soucie pas plus que ça de où on en est collectivement. C'est moi, je sens qu'il faut amener de l'innovation, il faut casser ça et il faut faire différemment. C'est très indépendant. Et en même temps, tu as un côté extrêmement tourné vers la communauté, l'inclusion,
le fait d'appartenir à des groupes avec lesquels tu vas partager des valeurs communes. T'es pas un lone wolf, tu vois, comme on dit en anglais. T'as vraiment aussi besoin d'appartenir à des groupes. Tu crées aussi toi-même des communautés. Et de te sentir à ta juste place à l'intérieur de communautés, de sentir que tu es valorisé aussi pour ce que tu apportes. Et là, tu es capable en fait de donner énormément d'énergie. Mais ça doit être dans des espaces dans lesquels tu sens que ta valeur est appréciée, dans lesquels tu sens qu'aussi les règles, elles sont claires. Ça, c'est un truc qui doit être important dans ta vie. C'est d'établir des règles, même dans les amitiés, tu vois, sur « Ok, moi j'attends ça, je donne ça, mais en retour, ça, c'est important pour moi. » Et d'éviter de rentrer uniquement depuis toi, ton côté très spontané qui peut avoir le côté, mais moi, une poignée de main et un contact physique et ça y est, on est parti, je te fais potentiellement confiance si ça résonne pour moi. Oui. Et d'apprendre à calmer un peu ce côté-là, même s'il est juste, et de savoir qu'en face, ça veut pas dire que la personne, elle est pas forcément bonne, mais elle aura peut-être pas les mêmes façons de fonctionner que toi, les mêmes attentes, et donc établir des attentes claires sur des relations, contractualiser les choses qui peuvent l'être, par exemple. C'est pour ça que la spontanéité, c'est quelque chose de fort chez moi. Je suis très spontanée dans tout ce que je fais. Oui, mais parce qu'il peut y avoir ce côté très spontané parce que tu as envie de ressentir, parce que tu as envie de ressentir même l'autre, de rencontrer l'autre. Mais la réalité, c'est que ce qui te sert, c'est comme on disait, je patiente. Et les bons contacts, les bonnes relations, les bonnes communautés que tu rejoins ou que tu crées, les bons projets, les bonnes expériences, ce sont celles que tu prends au fil du temps. Donc on prend une respiration, on attend un peu. Même quand tu rencontres quelqu'un et que « Ah, mais c'est génial, etc. » Et tout de suite, je sais qu'on pourrait faire un truc. Ou hop, doucement, on respire. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas sur la durée, mais on prend le temps de vérifier parce qu'à cet instant-là, en fait, tu es tellement habité par tes émotions, tellement aussi habité par ces fameuses attentes dont on parlait, que ça peut venir embrumer en fait, ta capacité à sentir avec justesse. Okay. Mais tu vois, j'aime bien ce côté en toi, ce côté à la fois je suis mon rail et je fais des choses assez uniques. Tu fais des choses qu'on voit pas partout. Il y a un côté très, très différent. Et en même temps, j'ai besoin de le faire en équipe. J'ai besoin de faire des choses où je me retrouve avec des personnes qui me ressemblent, avec qui je sens qu'on partage. Oui. Tu vois ? Et ça peut parfois être perçu comme un tiraillement. Et en fait, là aussi, c'est pareil. C'est ton ventre qui t'indique, tiens, là, c'est un moment pour suivre un peu plus mon rail et être sur mon propre chemin, qui va peut-être pas parler à d'autres personnes de ma communauté. Et quand est-ce que là, pour le coup, j'oublie peut-être un peu plus mon côté individuel au profit du côté groupe. Tu vois, il y a ce balancier, en fait, chez toi, qui doit être honoré. Et moi, j'adore ces parties-là, en fait, du design, où on a l'impression qu'il y a différentes parties qui se contredisent en apparence, mais qui, en fait, sont hyper intéressantes à observer comme des nœuds, comme des reliefs, tu vois, de notre fonctionnement. C'est passionnant, tout ça. Écoute Mélissa, ça peut durer encore, je pense, très longtemps. Donc je vais te poser les 2 questions signatures de la fin de podcast. On va revenir à des choses un peu plus philosophiques. Avec ton propre point de vue, selon ton propre human design, la liberté, c'est quoi pour toi ? La liberté, c'est quelque chose que je suis en permanence en train de contempler parce que c'est mon besoin de liberté qui m'a poussée à quitter le salariat. C'est quelque chose qui, tu dis par rapport à mon propre design en tant que manifesteur, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, c'est des choses qui sont... c'est pas toujours synonyme pour tout le monde, hein, mais pour moi, je vais les mettre beaucoup ensemble. Tu vois, liberté, ça va être cette capacité que je vais avoir à pouvoir jouir de mon temps, jouir d'une marge de manœuvre sur les choix que je fais, des personnes avec qui je travaille, de la façon dont je travaille, de la façon dont j'utilise mon temps. Tu vois, pour moi, la liberté, elle est assez liée à la façon dont je dispose de mon temps, mais elle est d'une façon beaucoup plus large aussi, liée à cette idée qui me travaille beaucoup de souveraineté et de responsabilité dans la façon dont je fais des choix. Et tu vois, moi, je te dis que ça me travaille parce que je crois qu'à poursuivre la liberté, notamment dans la façon dont j'utilise mon temps, j'ai parfois un peu trop de liberté va venir entraver ma liberté parce que je vais perdre le fil de mon planning, parce que je vais perdre le fil de mes priorités. Et où du coup, à poursuivre la liberté pour l'absence de limite, par exemple, je vais avoir moins de liberté. Donc là, je suis dans une période, là, au moment où on se parle, où je suis en train de redéfinir un peu les contours de la façon dont j'occupe mon temps. On en parlait toutes les deux, par exemple, avec les réseaux sociaux, et où j'admire beaucoup ta discipline vis-à-vis des réseaux sociaux et du temps que tu passes sur ces outils-là, et plein d'autres choses dans mon planning, parce que à force d'être libre, finalement, parfois, si c'est fait depuis un espace peut-être un peu enfantin,
tu vois, qui manque un peu de limite et de discipline, finalement, moi, je perds un peu ma liberté à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un moment où je suis en train de contempler ça. Et est-ce que je peux vraiment être souveraine si j'ai l'impression de ne pas pouvoir un peu discipliner l'enfant intérieur à l'intérieur de moi qui aurait soif d'une liberté, mais qui ne serait pas forcément bien dosée? C'est une question qui me ramène, tu vois, liberté et discipline. Discipline, c'est un mot que j'ai fui toute ma vie et qu'aujourd'hui, je suis en train de chercher pour pouvoir regagner une certaine forme de liberté. Et c'est vrai que parfois, c'est deux mots qu'on oppose, la discipline et la liberté, alors que finalement, les deux vont très bien ensemble, je trouve. Ouais, je le crois parfois, plus. trop de liberté, c'est un piège à la liberté. Oui, exactement. Et c'est un truc qui résume bien ma vie jusqu'à présent, avec une majorité d'entrepreneuriat et donc une abondance de liberté. Mais finalement, où est-ce que je pose le cadre et comment je fais cohabiter une liberté qui serait plus juste, plus saine, plus mature, qu'un côté je veux absolument sans limite faire ce que je veux quand je veux, ce qui n'est plus juste en fait pour moi aujourd'hui. Et ça fait un joli écho à la discussion que j'avais eue avec Safia Ayad, que tu connais aussi très bien, puisqu'elle a écrit la préface de ton livre. On a enregistré un épisode toutes les deux il y a quelques semaines, il est disponible sur Nouvel Oeil. Et justement, elle est revenue aussi sur ce sujet de liberté, où dans cet entrepreneuriat, elle s'y perdait beaucoup. Ouais. Donc ce que tu dis, ça résonne énormément. Ouais. Je mettrai les liens de cet épisode. Je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'elle expliquait sur cette nouvelle façon de travailler par rapport à ce qu'elle vivait avant, et ça m'a fait énormément écho. Parce que c'est un petit peu ce que je traverse actuellement. Et d'une façon plus générale, quels conseils tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour conclure cet épisode ? Alors, c'est une réalisation, entre guillemets, qui m'est venue il n'y a pas si longtemps. En entendant une nouvelle fois cette phrase, tu sais qu'on entend beaucoup « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Cette phrase a une justesse. C'est pas mon dicton préféré du tout, mais c'est vrai que je comprends ce qu'elle veut dire. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et la dernière fois que je l'ai entendu dans la bouche de quelqu'un, en même temps, j'ai reçu un message. Je sais pas, j'ai pensé à ça. Pour moi, c'est un message un peu guidé de quelque chose qui serait plus juste avec cette même phrase qui est n'essaye pas d'offrir aux autres ce que tu ne t'offres déjà pas à toi-même. Parce qu'en fait, à plein d'endroits, on est en train de vouloir dire oui aux autres, de vouloir leur faire plaisir, être disponible, en prendre soin, peu importe, ou à répondre à des attentes, qu'elles soient justes ou qu'on se les imagine. Est-ce que moi, je prends soin de moi de cette manière-là ? Est-ce que je dis oui à mes envies ? Est-ce que je prends soin de mes besoins d'abord ? Est-ce qu'en fait, je m'occupe de moi de cette manière comme je le fais aux autres ? Et je ne crois pas qu'on puisse rencontrer l'autre au-delà de ce qu'on est capable de se donner. On peut se donner l'illusion qu'on est disponible aux autres et que c'est super et que c'est génial, mais je crois que si on ne l'est pas pour soi-même, mais vraiment profondément, avec une écoute de soi, est-ce qu'on peut vraiment écouter l'autre si on n'est pas capable de s'écouter soi-même dans une forme d'introspection où j'en suis ? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette voix à l'intérieur ? Tu vois ? Et ça, c'est vraiment un truc qui me paraît important et qui nous permet ensuite de revenir à une générosité et une disponibilité aux autres, parce que le but, c'est pas de dire je m'occupe que de moi et de mes besoins. C'est parce que j'arrive vraiment à m'offrir ce dont j'ai vraiment besoin en cet instant, que je suis disponible d'une façon généreuse, authentique et depuis un espace qui est pour moi bien plus vrai et sincère que de donner parce que je me crois obligée, parce que je veux qu'on m'aime, parce que toutes ces choses-là qu'on peut tous rencontrer en fait. Et pour trouver cet espace en soi, le Human Design est un outil incroyable. Ça fait partie des outils, on raisonne certains plus avec d'autres, voilà. Mais oui, pour moi, le Human Design, dans sa capacité à nous observer, à nous connaître mieux, à identifier ce qui est vraiment nous, c'est un atout de choix, une grille de lecture extrêmement pertinente pour mieux savoir ce qui me correspond, comment je suis fait pour donner aux autres. On ne le fait pas tous de la même manière, on n'a pas le même impact et la même influence, tout le monde n'est pas là pour être au service de la même manière. Et ça aussi, c'est important d'en parler. Parfois, on a une seule vision de la générosité, une seule vision de la disponibilité. Parfois, dire non, c'est le meilleur service que tu puisses rendre à quelqu'un parce que tu lui rends sa permission de le faire aussi, dans sa vie. De le faire avec toi, mais de le faire avec d'autres. Tu vois ? Alors qu'on pourrait penser que rendre service, c'est être disponible et c'est dire oui. Donc il y a vraiment plein de choses comme ça, et moi c'est sûr que le design m'aide tous les jours à le faire, et les gens que je croise et qui résonnent avec cette approche aussi, il y en a plein d'autres.
Mais cette phrase, voilà, elle m'a beaucoup touchée. Elle m'est venue comme ça et je me suis dit, ah tiens, ça c'est un truc, je crois que j'ai envie de le garder, quoi. C'est très riche tout ce que tu nous partages, Mélissa, et tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode. Merci beaucoup pour tous ces outils, ça me parle beaucoup. Je suis émue parce que vraiment dans tout ce que tu m'as décrit de mon human design, je crois qu'il n'y a aucun trait sur lequel je ne me suis pas reconnue. Donc merci pour tous ces partages et je mettrai dans la barre de description toutes les informations pour te retrouver, pour ton livre, pour creuser un petit peu tout ce que tu fais parce que c'est passionnant et ça peut tellement aider du monde. Donc merci pour ce beau temps de partage, Mélissa. Ben, merci à toi d'être venue à ma rencontre et de m'avoir offert cet espace de partage. Je suis très touchée et je suis ravie d'avoir fait ta connaissance en vrai. Oui. Et d'avoir pu partager un petit peu de ma vision et de mon monde. Super chouette. Et merci à celles et ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout parce que je vois que le temps est quasiment 2 fois plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'était un épisode un peu particulier, on a joué le jeu, donc merci à celles et ceux qui sont toujours là. Merci à vous. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.